il y a eu plusieurs films charnières dans la carrière de Belmondo. Il y a eu évidemment À bout de souffle de Jean-Luc Godard qui a fait de lui une star. Après, il y a eu L'homme de Rio où il a effectué ses premières cascades. Mais il y a eu aussi Flic ou voyou. Alors, comment est-il arrivé à faire ce film? Et pourquoi est-ce un film charnière? Restez avec nous, vous le saurez très vite. On voit du ciné rétro. En 1977, Belmondo est l'un des acteurs les plus puissants de France. Il a créé sa société de production Cerrito Film, Cerrito du nom de sa grand-mère, ce qui fait de lui un producteur, distributeur, un décideur. On n'a jamais vu ça depuis Charlie Chaplin, Mary Pickford et Douglas Fairbanks quand ils avaient créé leur société United Artists. Il est guidé par Gérard Lebovici, agent de star emblématique qui avait créé Armedia quelques années plus tôt, Armedia qui faisait de lui l'agence la plus puissante d'Europe, et René Château, attaché de presse ultra puissant. C'est ce dernier René Château d'ailleurs qui a fait de Belmondo une marque. On se rappelle de ses affiches iconiques avec juste le nom de Belmondo, sans le prénom. Belmondo vient de terminer une comédie, L'Animal. Il aimerait alterner avec un drame. Du coup, il refuse le garde du corps que Francis Weber avait commencé à écrire pour lui. Il se passionne pour le récit de l'ennemi public numéro 1, Jacques Mérine, et achète les droits de son livre, L'Instinct de mort, seulement 3 semaines après la sortie du film, pour 500 000 francs, somme astronomique pour l'époque. Belmondo charge alors Michel Audiard de réaliser l'adaptation en scénario. Et c'est Gérard Lebovici qui a l'idée de l'associer avec Patrick Mondiano, qui était alors un jeune auteur débutant. Les deux compères s'enferment alors à l'hôtel de la Trémouille, sous l'égide de Philippe Labro, qui devait être le futur réalisateur du film. Mais les deux scénaristes butent sur le sujet. Ils n'arrivent pas à rendre le rôle de Belmondo assez sympathique sans travestir la réalité historique. Après 6 semaines de travail, il propose pourtant une première version dialoguée de 84 pages. Mérine, de son côté, se met à envoyer des messages lunaires à Belmondo. Et quand il ne lui propose pas sa protection contre des menaces imaginaires, il lui conseille de ne pas mettre le mot fin à la fin du film, car, dit-il, le film n'est pas encore fini. Conseil qu'il mettra à exécution puisqu'il s'évadera de la prison de la Santé le 8 mai 1978. Sauf qu'à force de tergiverser, l'année 1978 se termine sans qu'aucun film de Belmondo ne sorte, ce qui est un fait exceptionnel dans sa carrière. Il faut absolument un film en 79. Le projet Mérine étant jugé trop sulfureux et pas assez abouti, il faut en trouver un autre. Audiard souffle alors à l'oreille de Belmondo le nom du réalisateur des Tontons Flingueurs, Georges Lautner. Belmondo le connaît déjà de réputation parce que son ami Marielle a tourné pour lui. Mais écoutons-le. Enfin, j'avais vu pratiquement tous ses films et mon ami Marielle avait tourné avec lui la valise, alors je l'avais un petit peu connu là. Et je trouve qu'il a, en dehors de son talent de technicien et de metteur en scène, il aime beaucoup les acteurs, ce qui est une denrée assez rare de nos jours, parce qu'on tombe dans une espèce de terreur dans l'intellectualisme où on voudrait que les acteurs ne fassent plus rien, que les acteurs deviennent des ombres. Et ça, je crois que c'est une erreur, parce que le spectateur, je crois, lui, aime bien les acteurs. Il a envie de voir des personnages vivre sur un écran brillamment. Et donc, Lautner est un des rares qui reste en France qui aime bien les acteurs encore. Mais c'est après avoir vu Mort d'un pourri avec Violon que Bébel est enfin convaincu que Lautner pourrait faire un bon partenaire et charge Michel Audiard de leur trouver un projet en commun. Audiard tombe sur un premier livre d'un jeune journaliste, l'inspecteur de la mer. C'est l'histoire d'un flic niçois, père d'une jeune fille de 16 ans, qui part sur les traces d'un meurtrier qui utilise un cobra comme arme du crime. De cette histoire, Audiard ne garde que 2 éléments. Belmondo sera un flic père d'une jeune adolescente, et ça se passera à Nice. Il ne reste plus qu'à organiser une rencontre entre Lautner et Belmondo. Ça se passe autour d'un dîner, dans un restaurant, et là, un coup de foudre artistique s'opère. Audiard se met alors au travail avec son complice Jean Herman pour écrire le scénario. Belmondo, fidèle à ses habitudes, fait opérer plusieurs changements au scénario. Car si sur le tournage, Belmondo est totalement détendu, décontracté et laisse faire son équipe, en amont, c'est un producteur pointilleux qui discute point par point des scénarios, les décors, les dialogues, la distribution, tout. Et quand Belmondo dit « je ne tiens pas à cela », ça veut dire qu'il ne fera pas. Il faut le comprendre en sous-texte. Exemple. À la base, Belmondo devait être un motard, chose qu'il refuse. C'est Rémi Julienne alors qui lui trouve et lui propose ce qui deviendra la voiture iconique du film, la Lotus 7 Caterman. Le budget sera de 15 millions de francs. Et le tournage débute en mai 1978 autour de Nice et dans les mythiques studios de la Victorine.
Lautner et Belmondo sont des hommes de bande. Lautner travaille sur tous ses films avec sa script Annie Morel, son premier assistant Michel Carbonneau et ses cadreurs Jean-Yves Cloac et Yves Rodalec. Sans oublier son acteur fétiche Philippe Castelli à qui il donne dans tous les films un petit rôle. On se souvient dans ce film, c'est le rôle de l'examinateur. Monsieur Agostinelli. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est à mon tour. Bravo, monsieur Agostinelli. Vous n'avez pas mis votre clignotant. Ben, si vous commencez comme ça, vous n'aurez jamais votre permis de conduire. Belmondo, lui, a sa costumière Paulette Braille. Son look sexy, avec son jean, son cuir et son écharpe blanche qui vole au vent, c'est elle. Il a aussi son maquilleur Charlie Coubiassian, son garde du corps et ancien boxeur Joe Rodriguez, sans oublier sa doublure lumière Maurice Ogel et Charles Gérard, son sparring partner avec qui il aime tant jouer des scènes. D'ailleurs, dans le film précédent, L'Animal, quand Michel Fechner avait refusé d'ajouter Charles Gérard au générique, Belmondo avait menacé d'arrêter le film. On connaît la fin de l'histoire quand on se rappelle du film. J'ai peut-être quelque chose dans 15 jours. À la foire aux haricots, j'ai une casquette de voiture. La foire aux haricots. Oh petit, je fais ce que je peux. Enfin, il y a évidemment ses copains de conservatoire, comme Michel Beaune, à qui il offre toujours un petit rôle. Le supérieur hiérarchique sera interprété par Galabru. Alors Belmondo et Galabru avaient déjà joué ensemble sur scène dans une scène de théâtre dans les années 50 quand ils étaient encore inconnus, et c'était dans La Mégère apprivoisée. Ils s'étaient promis de jouer un jour au cinéma, ce sera chose faite avec Flic ou Voyou. Plus de 20 ans. Les prix libres en matière de boulangerie, ça mènera où, Achille? Aujourd'hui, t'as déjà le croissant à 1 franc 30. Trouve pas que c'est un maximum, là, dis voilà. 1 franc 30. À quelques semaines du tournage, il manque la fille. On rajeunit alors la fille qui passe de 16 ans à 14 ans, histoire de pas trop vieillir Belmondo. Mais allez trouver une jeune adolescente de 14 ans qui a assez de confiance en soi et de charisme pour tenir tête à Belmondo. Et puis, le miracle se produit. Julie Jézéquel passe le casting. Et là, son insolence teintée de décontraction la fait engager immédiatement. Bon, dans tout bon film de Belmondo, il faut des instants de bravoure. Belmondo propose alors de muscler un petit peu la scène d'évasion, vous vous rappelez. Le premier assistant propose une idée. Il propose une petite tyrolienne qui passe au-dessus d'une piscine. Pas assez pour Belmondo, qui fait installer une grande tyrolienne de plus de 200 mètres de long à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol. Mais là, Belmondo et Lautner se disent que ce serait bien d'ajouter de gros plans pendant la scène, histoire que le public voit bien que c'est Belmondo qui fait la scène. Autant faut-il trouver un cadreur assez fou pour se lancer en tyrolienne, une caméra à la main. Ce sera le compère de toujours de Lautner, Yves Rodalec, qui va s'y coller. Il n'y aura qu'une seule prise pour éviter les accidents. Et ça donne ça. Le film se termine. Et pendant le montage, on est fin décembre. Et là, le 31 décembre 1978, Belmondo va dîner au Maxims avec ses parents. Pendant le repas, le maître d'hôtel lui passe un téléphone. C'est Jacques Mérine, alors en cavale, qui l'appelle pour lui souhaiter une bonne année. Le film fini. Il faut faire l'affiche. Et la photo qui sera choisie ne sera pas prise du film Flic ou Voyou, mais d'une photo prise 10 ans plus tôt sur le tournage de Borsalino. Et peu importe s'il n'apparaît jamais dans ce costume dans le film. Pour la promotion, René Château fait en sorte que son poulain ait le moins d'interaction possible avec les journalistes. Il veut que son poulain soit aussi rare que Général de Gaulle. Il aura alors qu'une seule interview exclusive avec Première. Le film sort le 28 mars 1979 et fait dès la première semaine 238 000 spectateurs. Parmi eux, Jacques Mérine et sa compagne d'alors. Le film ne tarde pas à faire 1 million d'entrées juste à Paris, ce qui est un fait exceptionnel. Une soirée champagne est alors organisée par la Gaumont, qui propose à Belmondo, Lautner et Audiard d'écrire une suite. Ce sera Le Guignolo. Alors pourquoi Flic ou Voyou représente un tournant? Parce qu'avant, Belmondo alternait film d'auteur et film grand public. D'ailleurs, pour Mérine, à part Philippe Labro, un autre réalisateur était pressenti. Jean-Luc Godard. Mais quand ce dernier lui propose non pas de jouer Mérine, mais l'oncle de Mérine, le projet capote. Et après le succès de Flic ou Voyou, Belmondo décide de ne plus jamais retourner dans le cinéma d'auteur et de rester dans le cinéma populaire. Voilà. Quant à Mérine, on le sait très bien, le film sera porté à l'écran 20 ans plus tard, incarné par Vincent Cassel. Voilà, cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Merci pour ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout et nous on se voit très vite dans Un Voix du Ciné. Ciao ciao.